Le président. Veuillez prendre vos places. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, nous poursuivons l'audition de la partie civile Yen Saran. TCCP 105 est en attente au besoin. Madame la greffière, pouvez-vous faire rapport sur la présence des parties à la procédure? La greffière. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes, à l'exception de l'accusé Yang Sari. Yang Sari est absent pour des raisons de santé. Il a toutefois remis un document à la Chambre, E-237-1, document par lequel il renonce à participer à l'audience pour certains témoins et parties civiles, dont TCCP 82 fait partie. TCCP 82 comparé aujourd'hui, ainsi que TCCP 105, qui est en attente de comparaître après la comparution de la partie civile actuelle. Maître Michael Carnavas est aussi absent pour des raisons personnelles. TCCP 82 est dans le plateau. Et TCCP 105 est dans la salle d'attente. Le président. Merci. La Chambre laisse maintenant la parole au Conseil des parties civiles pour l'interrogatoire. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les juges, bonjour à tout le monde dans cette audience, dans cette salle. Bonjour, Monsieur Meas Saran. Nous allons reprendre aujourd'hui votre parcours et ce qui vous est arrivé après cette obligation d'avoir acquitté votre travail d'abord et Phnom Penh comme des milliers de personnes qui ont été déportées de cette ville le 17 avril et le 18 avril 1975. Vous nous avez expliqué qu'avec une très grande foule, vous aviez fini par pouvoir traverser le pont Nivong, que vous espériez que ce que les Khmers rouges vous avaient dit, c'est-à-dire revenir, rentrer dans la ville au bout de 3 jours, allait être possible. Vous nous avez dit que vous vous étiez aperçu qu'il y avait là un mensonge et que ce n'était pas possible. Vous avez encore attendu. Vous n'avez pas répondu à l'appel des Khmers rouges demandant aux fonctionnaires, militaires, etc., de rentrer dans la ville. Et vous êtes resté donc aux alentours de ce pont Monivong avec d'autres personnes. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi rester là? Pourquoi ne pas continuer la route vers le sud alors que votre famille habite dans la province de Svay Rieng et que vous êtes sur la route quasiment? La partie civile. Bonjour, Monsieur le Président. Permettez-moi de répondre. Mon épouse
Vous ne connaissez pas mon village natal car nous nous sommes mariés à Sisopon. Et nous ne sommes pas allés à la province de Svairien. Je ne pouvais donc pas penser que mon épouse irait à mon village natal. J'ai donc cherché à retrouver ma femme dans son village natal. Quand avez-vous décidé de partir donc vers le village natal de votre épouse, car vous nous avez dit être resté plusieurs jours sur cette berge après le pont Monivong. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir? Pi khang Phnom Penh đầm ỏi chánh pi Phnom Penh nâng. À l'origine, on nous a dit de quitter Phnom Penh pendant 3 jours. Ces 3 journées ont été extrêmement difficiles. Nous sommes déplacés, nous avons traversé le pont Monivong. Au bout de 3 jours, il y avait encore un grand nombre de personnes de l'autre côté du pont. Et moi, j'attendais encore mon épouse. J'espérais encore pouvoir y retourner au bout de ces 3 journées. J'étais très inquiet, ma femme étant enceinte et ne connaissant pas très bien Phnom Penh. Au bout des 3 jours, je recherchais mon épouse parmi la foule de personnes qui traversaient le pont. Et au bout du compte, j'ai perdu l'espoir. Et je voulais retrouver ma femme par tous les moyens en m'orientant vers sa ville natale. Je crois que vous n'avez peut-être pas très bien saisi ma question. Ma question est la suivante. Vous avez à un moment donné décidé de quitter la berge. Donc il se passait quelque chose. Vous avez décidé tout seul. Comment avez-vous décidé? Pourquoi avez-vous décidé 8-10 jours ou quelques jours après ces fameux 3 jours où vous avez été déçu et vous n'avez pas pu rentrer dans Phnom Penh? Je regrette, Monsieur le Président. Je n'entends que le français. Dans mes écouteurs, je n'entends pas le khmer. Je vais peut-être reposer ma question pour que vous la compreniez bien. Je vous demandais pourquoi et est-ce qu'il y avait un événement ou quelque chose qui vous a décidé à quitter la berge? Vous vouliez aller vers le village de votre épouse, certes, mais comment avez-vous décidé de quitter la berge et êtes-vous parti seul ou avec d'autres gens?
ខ្ញុំ À la fin de ces 3 journées, une annonce a été faite sur les haut-parleurs de Phnom Penh, appelant les officiels à retourner travailler à Phnom Penh. Et j'ai vu certaines personnes qui y retournaient, mais ils sont partis tout seuls, sans les membres de leur famille. Et puis, ils ne sont pas revenus. En voyant cela, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que quelque chose a dû se passer à Phnom Penh. Ceci m'inquiétait et j'étais inquiet pour ma femme. Donc, j'ai décidé d'aller chercher mon épouse. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de partir à sa recherche. J'ai également vu des cadavres autour du pont. Et puis, ceux qui sont allés à Phnom Penh ne sont jamais revenus chercher les membres de leur famille qui les attendaient. Alors que j'attendais, on ne m'a pas donné à manger. Et il me semble que certaines d'autres personnes qui étaient avec moi ont également décidé de retourner dans leur village natal. Donc, si je comprends bien, vous êtes parti avec d'autres personnes pour essayer de regagner le village natal de votre épouse. Dans votre plainte, alors les ERN sont les suivants. Français, c'est 0036 22 04. Khmer, 0036 21 76. Anglais, 0036 21 96. Vous nous dites que vous avez pris en fait la nationale 6, hein, vous êtes retrouvé sur la nationale 6 et que vous avez traversé Kompong Thom, Siem Reap pour arriver à Battambang, puis au village de votre épouse qui se situe près de Sisopon. Ma question est la suivante. Quand vous avez pris cette route, avez-vous pris cette route avec des personnes qui étaient avec vous sur la berge? Et comment s'est déroulée la première étape de ce trajet? Pouvez-vous nous décrire la route au départ quand vous avez commencé à marcher sur la nationale 6? Bah, ជំរាបសួរប្រធាន J'ai décidé de quitter la route nationale 1 au bout du pont Monivong et il y avait d'autres personnes qui désiraient partir également. Certaines personnes disposaient d'un bateau. Nous leur avons demandé de nous faire traverser. Mais ils ne pouvaient pas promettre de nous faire traverser la rivière. Ils voulaient de l'argent. À l'époque, nous n'avions pas d'argent, nous avions de l'or. Ces personnes avaient également une moto. Ensuite, nous avons traversé le fleuve de l'autre côté du pont Choyova. Il n'y avait personne à cet endroit. Le long de la route nationale 6, il y avait des Khmers rouges qui se déplaçaient à moto. Ils parcouraient les routes et ils étaient armés.
J'ai donc pris la route nationale jusqu'à la direction de Prékram et de Siem Reap, jusqu'au carrefour. En route, j'ai vu d'autres personnes qui marchaient à pied. Je ne les connaissais pas. J'avais du riz et du sucre que j'avais pris dans l'entrepôt et j'avais une moto et avec cette nourriture, je suis partie en poussant cette moto. Et jusqu'à Batéi. Pendant la route entre le carrefour et Batéi, j'ai vu des soldats des Khmers rouges sur des camions et des motos qui roulaient en direction de Phnom Penh, mais certains roulaient en sens inverse. Ces soldats ne m'ont pas interrogé, ils ne m'ont pas demandé où j'allais. En arrivant à Batéi, il y avait un contrôle routier et là j'ai été interrogée. Chaque personne a été interrogée l'un après l'autre. C'est à ce moment-là que les Khmers rouges nous ont pris la moto que nous avions poussée depuis Phnom Penh et qui était chargée de nos affaires. Cela s'est passé à Batéi. Par la suite, ils ont saisi la moto. En fait, les Khmers rouges nous ont dit qu'ils ne voulaient pas la moto, mais la batterie de la moto, afin de faire fonctionner une radio. Donc, j'ai repris la moto et je m'en suis servi en la poussant. Il y avait des villageois qui avaient quitté leur village et qui étaient sur la route nationale. Le long de la route, les maisons étaient vides, il n'y avait personne à cet endroit. La moto ne fonctionnait plus sans batterie et je l'ai transformée en chariot. J'ai utilisé du bois pour créer un chariot pour pouvoir transporter plus d'affaires. Les personnes qui m'accompagnaient ont placé leurs affaires sur ce chariot improvisé. Les villageois qui sont venus à notre rencontre nous ont demandé si nous avions du carburant ou des médicaments. J'ai pu donc échanger des médicaments contre du riz. Ils étaient environ 6 ou 7 personnes qui sont venues à notre rencontre pour essayer d'échanger des biens. J'ai donc échangé ce que nous avions contre du riz et du sucre. Je ne leur ai pas posé de questions, mais eux nous ont raconté leurs conditions de vie à cet endroit. Ils nous ont dit de faire attention et d'être prudents et surtout d'éviter tout contact avec des femmes. C'est la première fois que j'ai entendu le mot Angkar. C'était à Pau que j'ai entendu le mot Angkar. Je ne me posais pas de questions concernant le fait d'éviter tout contact avec des femmes, car moi je recherchais mon épouse. Plus tard, nous avons rencontré
un contrôle où on nous a arrêtés et interrogés. En partant de Péave, j'ai observé que des gens disparaissaient graduellement. Je m'en souviens très bien. Il y avait un officier militaire haut gradé qui avait caché son identité. Il s'appelait Soum. Et il s'était recouvert le visage avec un foulard. Et il avait une allure assez inquiétante. À chaque étape de l'interrogation, on nous a interrogés en détail, nous demandant où se trouvait notre village natal et quel a été notre travail à Phnom Penh. Moi, on m'a demandé où je suis née, comment s'appelaient mes parents, si j'étais mariée et si je travaillais. Et, Monsieur le Président, à ce moment-là, j'ai menti. Je leur ai dit que j'étais un chauffeur de taxi, alors qu'en réalité, je n'avais jamais conduit de taxi jusque-là. Je leur ai donc menti. Et je leur ai dit que je venais du prochain village à côté et on m'a autorisé à repartir. Tandis que d'autres n'ont pas eu la même chance et ils ont été pris. Nous n'étions pas de ce village. Il n'y avait pas d'autres villageois dans les environs. Il n'y avait que des soldats. Donc nous avons tous été interrogés. Certains d'entre nous ont été arrêtés et j'ignorais leur sort. Et ce processus s'est poursuivi jusqu'à mon arrivée dans le village natal de ma femme. Je m'excuse d'avoir pris autant de temps pour répondre à cette question. Monsieur Meaz Saran, vous venez de nous dire que vous aviez menti. Pourquoi vous avez menti? Pourquoi avez-vous menti au Khmer Rouge quand ils vous ont demandé votre identité, votre profession?ខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ខ្ញុំអាច Très honnêtement, je ne leur faisais pas confiance. Parce que j'ai constaté que ceux qui ont répondu à l'appel et sont rentrés à Phnom Penh ne sont jamais revenus. Je ne leur faisais pas confiance car ils nous ont parlé de bombardements imminents et d'une évacuation qui n'allait durer que 3 jours, mais c'était un mensonge. Cela ne s'est pas passé comme ça. Et si les gens avaient été autorisés à quitter Phnom Penh puis à retourner, ils auraient survécu et cela ne s'est pas passé ainsi. Pour ces raisons, j'ai décidé que je devais mentir. C'est pour cette raison que je l'ai fait. Avant d'arriver dans le village de votre épouse, vous avez traversé Kompong Tom, Siem Reap et d'autres villes. Elles étaient dans quel état, enfin quelle était la situation? Qu'est-ce qui vous a frappé? Ou est-ce que vous avez été frappé par quelque chose?ខ្ញុំជំរាបចេះគឺថាខ្ញុំឆ្លងកាត់កំពង់ធំខ្ញុំឆ្លងកាត់សៀមរាប J'ai traversé la province de Kompong Tom et la province de Siem Reap. Et le long de la route, je n'ai pas vu de villageois. Il n'y avait que des groupes de soldats par-ci et par-là. Dans les villes provinciales, je n'ai vu que des maisons vides. Je suis restée assez longtemps à Kompong Tom car nous avons été interrogés par les Khmer Rouges.
Et il n'y avait personne dans cette ville de province, il n'y avait que des soldats. J'ai vu des gens qui pleuraient. Dans la ville de Kampong Thom et dans la ville de Siem Reap, je répète, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'habitants. Dans mon groupe, on nous a donné l'instruction d'avancer et de ne pas séjourner dans ces maisons vides. Quand vous êtes arrivé dans le village, vous êtes allé chez vos beaux-parents, votre épouse n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? Avez-vous trouvé que le village avait changé? Avez-vous été obligé d'aller vous déclarer? Que s'est-il passé? Lorsque je suis arrivée au village, ma belle-mère a pleuré quand elle m'a vue arriver sans mon épouse. Et j'étais moi aussi déçue car je ne voyais pas ma femme. On nous a demandé de vivre séparément. Il y avait les villageois de ce village, d'autres villageois de Sisopone. Ma belle-mère m'a dit que Ankar avait des yeux partout. Elle m'a dit d'aller me présenter à Ankar. Je l'ai fait dès le premier jour. Je leur ai dit que j'étais infirmier à l'hôpital militaire et que ma femme était de ce village et que j'étais à la recherche de ma femme. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit la vérité, puisque ma belle-mère m'a dit de dire la vérité. Oui, et en plus, on vous connaissait quand même un peu dans le village. Dans votre récit, vous indiquez que très peu de temps après, 2 ou 3 jours après, vous avez été arrêté. Le chef du village est venu vous voir sous prétexte d'aller chercher des médicaments. Le RN est le même ou le suivant. Je ne vais peut-être pas les redire parce que je crois que ce n'est pas très utile. Vous indiquez que donc on vous demande d'aller identifier des médicaments et on vous emmène. Et en fait, vous vous retrouvez devant des Khmers rouges et au final, d'après ce que vous dites, vous allez être renvoyé chez vous parce que les villageois vont intervenir auprès de ces Khmers rouges. Et 3 jours après, on vous convoque, tout le village, à une réunion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, car nous n'avons plus beaucoup de temps, ce qui s'est passé et comment finalement vous avez été arrêté? Après avoir été relâché, vous êtes arrêté 2 jours après. Est-ce que vous pouvez nous dire, expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ces quelques jours de votre arrivée? J'aimerais répondre brièvement à cette question, Monsieur le Président. En arrivant, je leur ai dit la vérité, que j'étais infirmier à l'hôpital militaire. 3 jours après, à 22 heures, le chef du village m'a appelé pour aller regarder des médicaments qu'ils avaient reçus de la Chine. Et je me suis rendu compte tout de suite qu'il se passait quelque chose, car on m'a appelé à 22 heures.
Mais j'ai décidé d'accompagner le chef du village. En arrivant à la limite du village, ils m'ont arrêté, ils m'ont attaché. Le lieu d'exécution se trouvait à l'ouest du village. Des étudiants qui vivaient au village et qui venaient de villes de province sont venus leur demander de ne pas me tuer et de m'envoyer en rééducation à la place. Plusieurs villageois sont venus demander cela au groupe des Khmers rouges. Les Khmers rouges en ont discuté entre eux. Et ensuite, ils m'ont montré un lance-roquette B-40 et ont prévenu les villageois qu'ils devaient garantir que je ne m'enfuirais pas, sinon ils seraient tous tués par ce lance-roquette. Je suis donc retournée au village et 3 jours plus tard, un grand groupe de soldats sont venus m'arrêter à nouveau et me conduire à Sisopol. Avant de quitter le village, j'ai vu l'un d'entre eux qui portait une matraque et je pensais qu'ils allaient me frapper. Vous dites que dans votre récit que vous n'êtes pas le seul à avoir été amené à Sisopone dans ces camions militaires, qu'il y avait 12, je crois 10 ou 12 familles qui ont été également arrêtées et emmenées. Qui étaient ces familles ? Ces 12 familles ont été envoyées avec moi. Ce n'étaient pas des gens du village, mais ces 12 familles venaient des villes et sont sûrement arrivées au village en même temps que moi. Quand je parle de famille, il s'agit du mari, de la femme et de leurs enfants. Et je me souviens d'un homme qui vit en Suisse aujourd'hui, qui a aussi été appelé à partir. Et on nous a chargés à bord d'un camion. Parmi ces 12 familles, il y avait 2 couples sans enfants. Quand vous êtes arrivé à Sisopone, vous expliquez que dans un premier temps, vous avez été mis dans ce lycée, dans une salle de classe, en fait, qui a été réquisitionnée et transformée en centre de détention, et que 2 jours après ou 3 jours après, vous avez été convoqué, frappé pour faire des aveux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous est arrivé à ce moment-là et si tout le monde est passé par là également, c'est-à-dire l'obligation de faire des aveux? On m'a placé dans une pièce avec 12 autres familles au lycée de Sisopone. Et le 3e soir, on m'a convoqué. Les 2 nuits précédentes, il pleuvait des cordes. On m'a donc appelé et interrogé. On m'a demandé où je me suis mariée, où j'étais née. On m'a demandé quel était mon métier. Je ne comprenais pas, car
lorsque je leur disais que je travaillais en tant qu'infirmier ou en tant que médecin, on m'a battu. Ils m'ont accusé d'être un médecin américain et ils m'ont torturé à plusieurs reprises. Par la suite, on m'a tiré vers un autre endroit. J'étais en fait inconscient à plusieurs reprises. Ma chemise a été déchirée et d'autres personnes ont reçu le même traitement d'ailleurs. Et j'ignore ce que sont devenus les autres membres de ces 12 familles qui étaient là avec moi ce jour-là. Vous expliquez que à la fin de ce triste séjour dans ce lycée à Sisopone, tout le monde a été amené dans une salle pour être rééduqué. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette rééducation? ជំរាបលោកប្រធាននៅពេលដែលខ្ញុំ Quand j'ai repris connaissance, j'ai vu qu'il y avait moins de gens dans la salle. Et quelques jours plus tard, un groupe de gens est arrivé pendant la nuit. Il y avait un jeep de l'armée qui transportait des soldats. Et il pleuvait. Et on m'a convoqué dans une salle. Le chef du groupe a sorti un bout de papier sur lequel il y avait des noms qu'il a annoncé à voix haute. Mon nom était le premier sur la liste. Ils m'ont demandé si j'avais peur. Ils ne m'ont pas posé d'autres questions. Et oui, en effet, j'avais très peur. Et ils pouvaient me voir. À l'époque, à ce moment-là plutôt, on avait parlé des pauvres et des riches, de la Révolution française 1789, et on nous a donc parlé de cela. Ils ont longtemps parlé de cela. Et je pense qu'il s'agissait là de gens instruits. Finalement, ce chef Khmer Rouge a donné l'ordre de vous libérer et vous êtes rentré au village. Au village, que s'est-il passé? Est-ce que vous avez été traité comme les villageois ou est-ce que vous avez été, vous le disiez tout à l'heure, mis à l'écart parce que vous n'apparteniez pas à la même catégorie que les villageois? ជំរាបលោកប្រធាននៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មក Au début, je n'aurais jamais cru qu'on me permettrait de rentrer. J'ai cru que je serais tué. J'ai été transféré à un endroit proche de la route nationale. Et par la suite, un soldat m'a dit de rentrer chez moi, mais des rumeurs avaient déjà circulé que j'étais mort. Personne ne pensait que je pourrais rentrer. Et quand je suis rentré,
personne parmi les villageois n'a osé venir me voir. Sans doute avait-il très peur. Ce sera mes dernières questions, Monsieur Meaz Saran. Vous rentrez au village, vous y êtes resté jusqu'en mai 1978, où vous avez décidé de partir car on vous a indiqué, c'est vous qui le dites, que vous alliez être arrêté et tué. Entre ce retour et votre départ du village, est-ce que vous avez vécu, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, comme les paysans qui sont appelés le peuple de base, est-ce que vous faisiez partie de ce peuple de base ou est-ce que vous étiez dans une catégorie qui a été appelée le peuple nouveau? Vous en parlez dans votre récit, mais est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été mis à l'écart ou avoir des traitements qui étaient différents de ceux des villageois? Réponse. Vous parlez d'autres villageois. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Je ne pouvais pas circuler librement. Mais j'aimerais dire clairement qu'il y avait des gens qui venaient de Montgomery, d'autres de Phnom Penh, qui ont été mis ensemble au sein d'un même groupe. Mais on n'avait pas le droit de discuter. Les gens ne pouvaient pas parler entre eux. Comme je venais de la prison de Sisopon, j'étais considéré comme quelqu'un comme de dangereux, autrement dire. Et eux couraient un risque s'ils étaient associés à moi, et donc personne ne voulait me parler. J'ai habité dans un endroit où il y avait un grand-père qui m'a donné toutes sortes de conseils, et aussi des conseils pour ma sécurité. Il m'a dit de me taire, de garder le silence et de faire attention à ce que je disais. Après votre retour, est-ce que vous avez été témoin? D'abord, est-ce qu'il y avait des réunions dans ce village? Vous étiez obligé d'assister à des réunions dans la journée ou le soir? Et est-ce que vous avez été témoin d'arrestations ou oui, d'arrestations? Je ne parle de que ce que j'ai vu. Quand je suis rentré, j'ai vu que l'on forçait des gens à construire des canaux. Ce site de travail était proche du village. On m'a demandé de m'occuper des canards, mais je devais aussi creuser des canaux. Et j'ai vu que quand on avait... C'est là que j'ai vu qu'on arrêtait quelqu'un. Je connaissais cette personne avant, c'était un soldat. Et on l'a retiré. Il a été arrêté sur le site de travail. Cet homme, sachant que l'on allait le retirer, il était très faible mentalement. Il avait très peur aussi. Une autre fois, j'ai vu quelqu'un, enfin un homme qui avait eu
une relation avec une femme et ils ont été arrêtés, exécutés devant la réunion. On avait une réunion à toutes les fins d'après-midi et c'était toujours les mêmes sujets. On parlait de la production du riz, combien d'hectares étaient, ou plutôt quelle quantité de riz par hectare, etc. J'ai commencé à exprimer mon engagement, ma sincérité, et nous devions être en mesure de dire les choses à voix haute. Comme, bon, par exemple, lorsque l'on prenait l'engagement, il fallait le dire fermement et avec conviction, de dire que l'on détestait les Américains et qu'il fallait que les Américains aient en enfer. Mais une personne avait pris la parole et ne savait pas très bien le faire. Merci, je suis désolée pour l'interprète. Merci Monsieur Meaz Saran. Je vais laisser la parole à messieurs les coprocureurs. La parole est au procureur. Merci Monsieur le Président et bonjour à vous ainsi que tous les membres de la Chambre et à toutes les parties, aux membres du public ainsi qu'à vous, Monsieur la partie civile. Je m'appelle Vincent De Wilde et je vais vous interroger au nom du bureau des coprocureurs et je pense que j'en aurai, Monsieur le Président, pour environ 25 à 30 minutes si la partie civile répond précisément et de manière assez courte à mes questions. Alors, je vais me concentrer essentiellement sur ce qui s'est passé au moment de l'évacuation elle-même. Et d'abord, vous demander, concernant le centre chirurgical de l'armée, où vous nous avez dit avoir soigné des blessés jusqu'au matin du 17 avril à Borei-Kela. Est-ce qu'on appellerait cela aujourd'hui un service des urgences ? Borei-Kela, à l'époque, je travaillais dans une unité de chirurgie. Il y en avait 5 unités de chirurgie qui recevaient des patients. C'était le premier endroit où les blessés étaient reçus. Nous avions aussi des étudiants, des stagiaires. Qui venaient exercer leur métier, se pratiquer, et c'était des stagiaires. Merci. Vous avez mentionné plusieurs fois les 5 blocs opératoires. Est-ce qu'il y avait d'autres services ou départements dans ce centre chirurgical, comme par exemple de la radiologie, anesthésie, médecine interne, laboratoire, ou bien était-ce uniquement un endroit où on opérait ? Ce dont vous parlez était disponible dans les 5 blocs opératoires. Avant de recevoir, enfin avant d'être opéré, il recevait de tels médicaments, donc c'était disponible. Il n'y avait pas
de maternité, mais c'était simplement pour la réception des blessés. Merci. Je voudrais savoir, vous avez mentionné la dernière fois qu'il y avait 50 lits au rez-de-chaussée. Quelle était la capacité d'accueil des patients et le nombre de lits disponibles? Est-ce qu'il y avait également des lits à l'étage de ce centre? À Borikela. C'était un terrain de basket entouré de murs. Et il y avait un gymnase de boxe. Et donc à l'époque, il y avait des lits d'hôpitaux. Je n'ai pas compté le nombre de lits, mais ces lits étaient réservés pour les blessés et leurs familles. Au premier étage, c'était le 17 avril. Ceux qui étaient morts le 16 avril au soir étaient laissés là-bas. Vous nous avez dit la semaine dernière qu'il y avait beaucoup de blessés qui ne cessaient d'arriver le 17 avril, ainsi que dans la nuit du 16 au 17, et que non seulement tous les lits étaient occupés, mais qu'il y avait aussi des blessés qui gisaient dans les couloirs et même devant le bâtiment. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée du nombre de blessés qui se trouvaient à ce centre chirurgical au matin du 17 avril 1975? Si vous ne connaissez pas le nombre exact, je le comprends, mais simplement de donner une estimation. Il y avait donc 5 blocs opératoires. Le 16 avril, des obus sont tombés sur le marché de Dorinmet. Il y a eu des blessés. Je ne me souviens pas du nombre de blessés, mais chaque centre recevait les blessés. Il y en avait trop. Il a fallu utiliser il a même fallu coucher des blessés au sol car il n'y avait pas assez de lits. Merci. Parmi tous ces blessés, quelle était environ la proportion de personnes qui pouvaient se déplacer seules, malgré leurs blessures, ou celles qui avaient besoin alors de soins continus qui ne pouvaient pas se déplacer seules? Les gens que j'ai vus sur les lits, certains blessés ne l'étaient pas grièvement et pouvaient se déplacer. D'autres étaient blessés aux jambes et ne pouvaient pas marcher et devaient demeurer alités. Je me souviens, il y avait un enfant âgé de 7 ans qui avait été gravement blessé et qui m'a dit avoir été blessé par les obus. L'enfant était
par terre et je n'ai pas pu le sauver lorsqu'il a été évacué de l'hôpital. Merci. Vous avez mentionné la semaine dernière que certaines familles étaient venues à l'hôpital pour évacuer ou emmener certains blessés légers. Est-ce qu'à votre connaissance, toutes les familles ont pu rejoindre le centre chirurgical? Est-ce que toutes ces familles ont pu être contactées à temps? Le matin du 17 avril, lorsque l'on nous a dit que nous devions partir, donc ceux qui étaient dans l'hôpital ont commencé à paniquer. Ceux qui pouvaient marcher l'ont fait. D'autres étaient dans un lit que l'on devait pousser plutôt, mais je ne savais pas où l'on pouvait pousser ces lits. Merci. En tant qu'infirmier, vous avez consacré votre vie professionnelle à sauver des gens, à soigner les gens, sauver des vies. Est-ce que vous avez été étonné ou choqué par l'ordre des Khmers rouges d'évacuer le centre chirurgical de Borei Kela dans son intégralité, y compris les malades gravement blessés? J'ai décidé de devenir médecin. Ma mère m'a dit de devenir médecin, pas soldat. Je me suis engagé dans ma vie à soigner les blessés, y compris les blessés des soldats Khmers rouges. Quand on m'a demandé de quitter la ville, c'était difficile. Je pensais que les malades et les blessés recevraient de l'aide pendant l'évacuation. Mais ce n'était pas clair pour moi que ces gens étaient bien traités. Je me souviens qu'une fille qui avait été blessée gravement et qui me suppliait de l'aider. Mais je ne pouvais pas le faire. Et je devais le faire en tant que médecin, mais je ne pouvais pas faire plus. Merci. Vous avez mentionné la semaine dernière que vous espériez encore, vers 10 heures du matin, que les Khmers rouges continueraient à assurer les soins aux patients. Vous aviez cette idée en tête que ce n'était pas possible que les Khmers rouges les laissent comme ça. Est-ce que durant la matinée du 17 avril, avant que vous quittiez le centre chirurgical, est-ce que vous avez vu du personnel médical Khmer rouge arriver au centre pour prendre la relève et soigner les malades? À l'époque, il n'y avait pas de personnel médical ou de Khmer rouge ou quoi que ce soit pour s'occuper de l'hôpital. Il était clair à ce moment-là que personne ne pouvait apporter son soutien au personnel médical pendant l'évacuation. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais lire des extraits, de courts extraits de l'interrogatoire de l'accusé Nunchea à l'audience du 30 janvier 2012,
concernant l'évacuation de Phnom Penh et des hôpitaux. Et les questions qui sont posées par les coprocureurs à ce moment-là portent sur la décision du comité central prise en juin 1974 d'évacuer Phnom Penh. Il s'agit du document E1/35.1, E1/35.1, transcription de l'audience du 30 janvier 2012. Et je vais lire trois courts passages avant de poser la question, les questions qui s'imposent à la partie civile. On trouve le premier passage en khmer à la page 23. À 9h57, 9h58, IRN 00773623. En français, page 19, IRN 00. Le président. Monsieur le procureur, pouvez-vous, je vous prie, répéter les ERN car elles n'ont pas bien été interprétées. Merci, monsieur le Président. J'irai plus lentement. Alors, l'IRN en khmer est 00773623. En français, page 19. IRN 00775545. Et en anglais, page 18. IRN 00775448. Alors une question est posée à l'accusé. Je comprends qu'un comité avait été créé, mais quand le comité central a pris sa décision en 1974, la décision était-elle d'évacuer tous les habitants de Phnom Penh? Réponse de Nunchia. Oui, c'est exact, mais de façon provisoire, car nous suivions de près la situation. Il y avait à l'époque des conflits. Fin de citation. Deuxième passage, c'est à la page suivante. Donc en khmer, c'est la page 24, à 10h jusqu'à 10h01. En français, c'est la page 20 et en anglais, la page 19. Question qui est posée par les coprocureurs. Le comité central a décidé que tous les habitants devaient être évacués. Cela veut dire que les malades et les patients des hôpitaux devaient eux aussi être évacués de Phnom Penh, n'est-ce pas? Réponse de l'accusé Nunchia. Je cite, « Tout le monde devait être évacué. Ceux qui avaient des cyclos ou des voitures devaient aider les autres et ceux qui avaient plus de force devaient aider ceux qui en avaient moins pour quitter la ville. » Fin de citation. Le troisième passage se trouve aux heures 10h01 à 10h03. En français, en khmer, ce sont des pages inchangées par rapport à l'extrait précédent et en anglais, c'est page 20 de cette transcription. Question qui est posée. Le comité central a pris sa décision d'évacuer tous les résidents de Phnom Penh. Est-ce que vous vous êtes efforcé de savoir combien il y avait d'hôpitaux à Phnom Penh et combien de patients comptaient ces hôpitaux? Réponse de l'accusé Nunchia. Je cite, « Nous n'y avons pas réfléchi, Monsieur le Président. Comment aurions-nous pu y penser? La situation était extrêmement difficile. » Et Nunchia continue très longuement dans cette réponse, mais c'est cette partie-là qui nous intéresse. Alors, ma question est la suivante, Monsieur la partie civile. Est-ce que vous avez vu des Khmers rouges, le 17 avril, envoyer des moyens de transport, comme des cyclos ou des voitures, au centre chirurgical de Borei-Kela pour évacuer les blessés? Ou est-ce que vous les avez vus essayer d'organiser le transport des blessés en demandant aux citoyens ordinaires d'assister, d'aider les blessés avec les moyens de transport dont ils disposaient? Est-ce que vous avez vu les Khmers rouges faire cela?
Permettez-moi de vous dire ce que j'ai fait le 17 avril, ce que j'ai vu. Aucun Khmer Rouge n'est venu nous aider ce jour-là. Personne. Merci. On vous a dit qu'il fallait évacuer l'hôpital et la ville pour sauver vos vies, en quelque sorte, face à l'imminence de bombardements américains. N'était-il pas paradoxal que dans le même temps, pour sauver, soi-disant, vos vies par rapport à ces bombardements, vous deviez sacrifier les blessés de votre centre hospitalier? Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes demandé si ce n'était pas un paradoxe, et est-ce que cela insinuait le doute dans votre esprit par rapport aux ordres qui étaient donnés par les Khmers rouges? Le président, monsieur la partie civile, veuillez attendre. La défense de Khieu Samphan, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Tout d'abord, bonjour à mesdames et messieurs les juges et à l'ensemble des parties. Je me suis abstenue jusqu'à présent de me lever pour faire une quelconque objection. Je sais que le témoignage d'une partie civile est particulier, mais là, malgré tout, je suis obligée d'objecter à la dernière question de Monsieur le procureur, en ce qu'elle est à la fois complexe et qu'elle a surtout qu'elle incite monsieur de la partie civile à donner un avis qui est, comment dire, non pas basé sur son expérience, mais sur ce qu'il aurait pensé de, éventuellement, voilà. Donc il y a beaucoup trop d'aléas dans la question qui est posée, et ça ne correspond absolument pas à ce que le témoin a vécu, mais on lui demande simplement d'extrapoler. Et je pense que ce n'est pas admissible, même dans le cadre d'une partie civile. Monsieur le Président, si je peux répondre, je crois que ce que je demande, c'est de savoir si, au moment des faits, la partie civile a eu ce type de réflexion par rapport aux événements qui se produisaient. Elle peut nous dire si, effectivement, elle a eu le temps de réfléchir ou bien si elle n'était pas en état de le faire. Mais il ne me semble pas que cette question soit inappropriée. On se place au 17 avril et je demande simplement à la partie civile de réfléchir, de se remettre dans la situation à l'époque et de savoir ce qu'il en a pensé. Monsieur le Président, est-ce que je peux ajouter un mot? Le Président, l'avocat international de Nunchia, vous intervenez au sujet dont nous discutons? Bonjour, Monsieur le Président. Maître Yanoutsi. Bonjour, oui, en effet. Ce que je tenais à dire, c'était d'appuyer l'intervention de ma consoeur et également appuyer ce que le coprocureur vient de dire, c'est-à-dire qu'il est pertinent de savoir ce que la partie civile avait en tête et lui demander ce qu'il avait en tête et ne pas formuler des paradoxes, mais il suffirait de lui demander ce à quoi il pensait. Le Président, l'objection est retenue. La partie civile ne devra pas répondre à la dernière question posée. L'avocat de la partie civile s'est levé, mais la Chambre s'est déjà prononcée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur la partie civile, vous nous avez dit que tous les patients du centre hospitalier ou centre chirurgical devaient évacuer les lieux. Et vous nous avez dit également, la semaine dernière, que l'évacuation n'était pas bien organisée par les Khmers rouges et qu'aucune assistance n'avait été
portée aux évacués. En tant qu'infirmier, pouvez-vous nous dire quelles étaient les conséquences prévisibles de cette évacuation concernant les blessés les plus faibles ou les blessés les plus graves sur base de leur état physique? Étaient-ils donc capables d'entamer une longue marche sous la chaleur d'avril sans bénéficier de soins particuliers? En tant que membre du personnel médical, j'avais des obligations et très honnêtement, abandonner les patients me laissait très mal à l'aise. Je ne pouvais plus rien faire. Je me disais que si je les abandonnais, premièrement, ils allaient mourir et deuxièmement, si les Khmers rouges venaient leur apporter secours, ils pourraient survivre. Mais je me demandais comment je pouvais les aider. Je ne pouvais pas les faire marcher et lorsque je suis partie, je me sentais mal à l'aise. Certaines d'autres personnes étaient déjà parties avant moi et je pensais encore à mon épouse. Et je me sentais très mal lorsque je suis partie car j'ai laissé des patients et surtout cette jeune fille dont le souvenir me hante encore. Merci. Nous allons maintenant quitter le centre chirurgical et vous le quittez. Vous êtes dans la rue et là encore, vous avez dit la semaine dernière que des gens dans la rue vous avaient dit qu'il fallait partir pour 3 jours, sinon les Américains allaient bombarder. Est-ce que vous avez entendu d'autres motifs qui auraient justifié de la part des Khmers rouges l'évacuation de la ville? Ou bien est-ce que c'est tout ce que vous avez entendu? Alors que j'étais encore à Boré-Kéla et qu'on a donné l'ordre de partir, je ne savais pas très bien de qui provenait cet ordre. Il y avait une foule de gens. On nous a dit que tout le monde devait partir parce qu'on allait bombarder la ville. Je craignais les bombardements, bien sûr. Nous avions peur. Nous pensions qu'il fallait partir pour 3 jours pour fuir les bombardements. J'y ai cru. Mais en réalité, aucune bombe n'a été larguée. Et je me disais qu'en fait, ils nous avaient menti. Et je me suis dit qu'aucune bombe n'avait été larguée pendant ces 3 jours, alors que j'y avais cru moi-même. Merci. La semaine dernière, vous avez dit ceci. C'est la transcription E144.1 du 14 novembre 2012. Et je vais citer l'IRN en khmer 00861402. Et pour aller vite, en français, page 113 et en anglais, page 109. Vous avez dit ceci, je cite, « On nous a tous dit de ne pas emporter beaucoup d'affaires, puisque nous ne partions que pour 3 jours. » Fin de citation. D'où émanaient ces ordres de ne pas prendre beaucoup d'affaires? Qui vous l'a rapporté?
On nous a dit de partir pour 3 jours. Et ce sont des gens qui descendaient de l'étage au-dessus qui me l'ont dit. Il y avait aussi des gens de mon étage qui me le disaient, mais je ne voyais pas qui donnait ces instructions. Ces personnes m'ont dit que des soldats leur ont dit que nous devions partir pendant 3 jours. Et ils m'ont dit de ne pas emporter trop d'affaires car il ne s'agissait de partir que pour 3 jours. Donc, Monsieur le Président, je ne saurais vous dire exactement qui a prononcé ces instructions. Je ne l'ai entendu que par l'intermédiaire d'autres personnes. Je ne peux pas identifier l'individu qui a donné l'ordre. Merci. Quels sont les motifs qui peuvent expliquer que vous n'ayez emporté, quand vous êtes retourné chez vous, qu'un chemisier de votre femme et pas des effets de valeur, de la nourriture, un moyen de transport, etc. J'aimerais répondre brièvement. Mon épouse était encore à la bibliothèque Pasteur. J'étais de garde et je ne voulais pas laisser mon épouse seule chez nous. J'ai donc essayé d'aller chercher ma femme chez nous, mais je n'ai pas réussi à passer en raison des combats et on m'a dit de ne pas y aller. Je suis donc passée par un autre chemin, je suis rentrée dans ma maison, j'avais une bouteille d'aspirine, une bouteille de 1000 cachets d'aspirine. J'ai pris ce flacon ainsi que le chemisier de ma femme. J'avais peur car les voisins étaient déjà partis. Donc j'ai aussi pris un collier de ma femme avec ces 2 autres objets. C'était déjà très calme, beaucoup de voisins étaient déjà partis et je ne voulais pas prendre plus d'affaires parce qu'on m'a dit que ce n'était que pour 3 jours. Le président, monsieur le procureur, avez-vous besoin de plus de temps pour terminer? Idéalement, monsieur le président, j'aurai encore besoin de 5 à 10 minutes. Je ne sais pas alors si vous souhaitez, si vous me donnez l'autorisation de continuer maintenant ou éventuellement après la pause. Merci. Le président, l'heure est venue de prendre une pause. Nous allons suspendre l'audience pendant 20 minutes et reprendre à 11 heures. Huissier d'audience, veuillez porter assistance à la partie civile pendant cette pause et le reconduire au prétoire à 11 heures. L'avocat international de Nunchia demande la parole. Allez-y. Maître Iannuzzi, merci. On vient de m'informer que notre client souffre de manque de concentration. Il a mal à la tête et mal au dos et il se peut qu'il souffre d'hypertension. Il souhaite se reposer dans la salle de détention temporaire pour le reste de la journée. Nous allons soumettre le document de renonciation pertinent. Le président. Est-ce que votre client a été ausculté par le médecin traitant? Maître Iannuzzi, Monsieur le Président, vous savez la réponse car vous avez vu qu'il est ici dans la salle d'audience depuis ce matin. Donc bien évidemment, il n'a pas encore été examiné par le médecin parce qu'il est ici, derrière moi, depuis le début de la matinée, comme vous le savez.
Perhaps it's a good idea to ask the doctor. Maître Iannuzzi, nous pourrions peut-être consulter le médecin. Je ne sais pas s'il a vu M. Nuncea tôt ce matin ou hier soir ou s'il va le voir. Je pense que ce serait une bonne idée de poser la question au médecin qui est ici présent. Le président, pendant la pause, le médecin examinera M. Nuncea et informera la Chambre des résultats de cet examen. La Chambre se prononcera à la reprise des débats. Maître Iannuzzi, merci.